Alors bonjour et bienvenue sur BizDevUp, la chaîne du business développement B2B. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette vidéo dans laquelle nous allons avoir un échange avec une star du marketing sur Internet. J'ai nommé Sébastien Knight, qu'on appelle aussi le marketeur français. En deux mots, Sébastien, c'est un ingénieur. Alors c'est important pour vous tous qui êtes dans le B2B, dans le business développement technologique. Sébastien est un ingénieur de formation, mais il a très vite bifurqué vers un métier et une culture marketing. Il a excellé dans ce domaine. Il a créé diverses entreprises dans divers domaines, mais surtout, il se distingue aujourd'hui par son très grand succès dans le domaine du marketing en ligne et du marketing sur Internet. Il a conseillé des dizaines de milliers d'entrepreneurs en ligne sur comment se développer sur le net. Et je suis vraiment ravi de pouvoir aujourd'hui échanger avec lui. On va essayer justement de voir comment on peut faire la jonction entre l'univers très technologique et très deep tech qui nous caractérise à nous, et bien sûr l'univers beaucoup plus fluide et marketing de Sébastien le marketeur. Voilà, donc je voudrais laisser la parole une toute petite minute à Sébastien pour peut-être qu'il introduise deux ou trois éléments et après je commencerai à lui poser quelques questions. Bonjour Louis, merci, c'est un honneur de faire cette interview et un grand plaisir. Je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des gens pensent qu'il y a vraiment un schisme impossible à réconcilier entre les ingénieurs d'un côté et les commerciaux de l'autre. Donc moi, j'ai fait les études à l'école centrale. Donc de l'autre côté de la rue, il y a l'école de commerce Audencia. Et donc, nos professeurs appellent les gens de Audencia à Centrale, ils les appellent les vendeurs de cravates ou les crémiers. Donc, forcément, on va dire, il y a un a priori négatif par rapport au marketing. Et c'est intéressant de voir ça au fil de mes années là-bas parce que le marketing, l'entrepreneuriat, c'était considéré comme des seconds couteaux parmi les options possibles à l'école, comparé à mécanique des fluides, résistance des matériaux, etc. Et alors qu'en fait, dès que je suis sorti en fait, de l'école centrale et que je me suis retrouvé dans un job d'ingénieur exactement dans le genre de société que je voulais à la base, c'était une SS2I, je me suis rendu compte au bout de 4 semaines que quelque chose clochait dans ce job que j'avais réussi à décrocher, qui était pourtant exactement ce que je visais pendant toutes mes études. Donc là, on est en 2006 et au bout de 4 semaines, j'en peux plus. Je me dis, mais c'est pas possible, j'étouffe là-dedans, il faut que je fasse autre chose de ma vie. Ça m'a pris 4 mois avant de prendre la décision, ok, je m'en vais, je vais créer mon entreprise. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai découvert que mon bagage technique n'était pas du tout suffisant pour prospérer. Si je voulais développer l'activité, avoir un jour des salariés, pouvoir me dégager du temps, gagner le salaire que je voulais, et qu'il fallait apprendre un tout nouveau langage, un langage de marketing qui n'a rien à voir avec ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Parce qu'en école d'ingénieur, on apprend quand même les 4 P, ou les 5 P, pardon, et ça ne sert à rien. Quand on se retrouve le jour J face à un client, bon alors placement, qu'est-ce que je veux dire par rapport au placement, produit, promotion, mince, mais ça sert à rien ce truc. Et donc j'ai dû apprendre ce langage-là. Et en fait, je pense que ma formation d'ingénieur m'a donné un atout que n'ont pas beaucoup de mes confrères qui sont dans la formation aux entrepreneurs. Cet atout, c'est celui du boulot d'ingénieur, prendre des problèmes complexes et faire une explication simple pour que les gens puissent passer à l'action et trouver la solution. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui fait que le mouvement des entrepreneurs libres, on a plus de 300 000 personnes qui suivent nos contenus, qui sont abonnés via Internet pour les recevoir. Près de 20 000 clients qui ont suivi via nos formations, coaching, consulting, livres, séminaires, etc., qui sont des clients qu'on a accompagnés au cours des 10 dernières années dans 35 pays. Et voilà, ce qui a mené en fait aussi à la naissance de mon livre Profession entrepreneur libre. Et donc, je pense que c'est intéressant si on arrive par notre échange aujourd'hui à réconcilier certaines personnes qui sont plus d'un point de vue technique avec le fait que le marketing, ce n'est pas le mal,
et réconcilier ceux qui, comme toi, Louis, viennent de l'autre côté de la rue, le côté école de commerce, monde du commerce, et que dire, en fait, si, les gens qui comprennent la technique, c'est c'est des gens comme nous. Eh oui. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ok. Alors, justement, hein, c'était la première question que je voulais aborder. Tu l'as déjà un petit peu défloré, mais quand même, j'aimerais qu'on y revienne. Effectivement, on a tous les deux des parcours similaires, mais croisés, hein. C'est-à-dire que toi, tu es ingénieur et puis tu t'es déversé dans le monde du marketing. Moi, j'étais formé au marketing et puis ben, j'ai atterri dans un monde fait d'ingénieurs. Et donc, tous les deux, on vit à la fois cette distorsion, parce qu'il y a une vraie distorsion, et en même temps le bonheur qu'il peut y avoir effectivement quand ça match et quand on arrive à faire des choses, le bonheur que ça peut procurer. Alors moi, j'aimerais bien justement que tu me dises, au travers des différentes expériences que tu as pu vivre, ben justement pour toi, qu'est-ce que c'est que ce croisement entre ces deux cultures et est-ce que tu as des exemples de ce que ça peut donner de meilleur finalement? Moi, j'en ai plein aussi, hein, mais ça m'intéresse évidemment et mes auditeurs, ce qui leur intéresse, ce qui les intéresse, c'est de voir ta réponse là-dessus. C'est Je quoi pense, qu'il y a de meilleur? je pense qu'une des principales forces en fait, qu'on peut avoir quand on arrive dans un nouveau marché, donc pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, en fait, quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est principalement des entreprises qui sont déjà installées, mais depuis 2018, ce qu'on a réalisé, donc j'ai créé une société qui s'appelle le Mouvement des entrepreneurs libres, et ce qu'on a réalisé, c'est qu'on avait de plus en plus de personnes, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans quand on a commencé, qui aujourd'hui essaient de faire cette transition de leur carrière toute tracée à se lancer à leur compte et se disent, bah, tiens, bah, aujourd'hui, malheureusement, j'ai une compétence technique qui n'est pas suffisamment valorisée. J'aimerais pouvoir vendre cette même compétence technique en solo, en indépendant, vendre de la prestation, être consultant en dehors du cadre que j'avais avant. Ou d'un autre côté, se dire, bah, tiens, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau qui n'a rien à voir avec ma formation technique d'origine, on va dire, mais je voudrais rentabiliser le temps que j'ai passé, entre guillemets, sur les bancs de l'université ou d'une grande école. Et ce que je leur dis souvent, c'est que parmi… Donc c'est ça qui a donné naissance à ce livre, c'est le côté comment est-ce qu'on se lance. Donc Profession Entrepreneur Libre, c'est comment se lancer. Et une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on crée notre crédibilité. Et selon moi, une des meilleures stratégies pour s'imposer quand on arrive sur un nouveau marché, et je pense que ça a été, tu me diras ce que tu as choisi comme stratégie, parce que rentrer dans le conseil en marketing industriel et technologique, ça a dû nécessiter pour toi aussi un travail de traduction C'est pour vrai. s'entrer sur ce marché. Donc moi, une des nouvelles stratégies, une des plus intéressantes, c'est d'être justement l'outsider. C'est d'être celui qui dit, ben, tiens, je regarde ce qui se fait déjà, et en tant que, si je prends mon cas, en tant qu'ingénieur, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux comme étant des erreurs bêtes que tout le monde fait, aussi bien les fournisseurs et prestataires sur le secteur que les clients, dans leur façon d'appréhender le besoin. Et donc, comment j'arrive avec mon approche nouvelle, différente, donc soit moi, l'ingénieur, j'arrive avec mon approche technique simple de ben, les gars, si on fait juste un petit graphique du problème, vous allez vous rendre compte que ça fait 35 ans que tout votre secteur est bloqué sur un truc où la solution est toute simple, point de vue d'ingénieur. Ou si j'arrive de l'autre côté, avec des gens qui sont en train de se casser la tête sur les dimensions techniques d'un problème, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a une approche plus holistique. Et moi, j'arrive avec ma formation d'école de commerce ou ma formation littéraire ou qu'en sais-je, eh bien, j'apporte quelque chose de nouveau. Donc, pour donner un exemple, quand j'ai lancé l'activité qui m'a rendu célèbre au départ, certaines personnes vont peut-être me reconnaître de ce fait, j'étais coach amoureux pour les hommes célibataires. J'ai lancé cette activité, j'étais un pionnier là-dedans, puisque en 2006, coach en séduction, ce n'était pas un métier en France. Donc, je suis passé dans presque tous les médias français, TF1, M6, France 2, les journaux. J'ai eu une pleine page dans Charlie Hebdo avec une caricature, etc. Et bien en fait, ce que moi j'apportais de nouveau, c'est, premièrement, j'avais un avantage sur les autres coachs qui se sont lancés après, c'est ma compétence technique web, puisque c'était ça ma spécialisation. Donc, j'étais mieux référencé, je savais mieux faire la publicité, je savais intégrer un blog WordPress avec un système de paiement en ligne, etc., alors que les gens galéraient pour faire ça il y a 15 ans. Et deuxièmement, j'apportais une approche très rationnelle, très simple, qui était rafraîchissante par rapport à ce qui se faisait avant.
Et je pense que quand tu demandes justement quels sont les exemples de comment on connecte le mieux les deux mondes, pour moi, le meilleur exemple, c'est justement de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi j'apporte qui pourrait être considéré comme une faiblesse quand je débarque en tant que nouveau venu, alors qu'il y a des prestataires ou fournisseurs, entreprises existantes sur le domaine qui sont là, pépères, depuis 10-20 ans. Ben, en fait, si je prends cette faiblesse et que je me demande, mais en fait, en quoi est-ce que c'est une force que je dois mettre en avant dans mon marketing, ben, ça permet de faire une offre qui se démarque. D'accord, intéressant. Euh, alors, justement, si on prend des cas d'entreprise, moi je suis évidemment en permanence confronté à ce genre d'entreprise, euh, des entreprises qui ciblent par nature en fait des marchés très technologiques Mhm. où leurs interlocuteurs sont, alors bien sûr, très souvent des ingés ou parfois des acheteurs aussi. Il n'y a pas que des ingés, ça peut être des acheteurs, mais bon, en tout cas des gens qui sont imprégnés, on va dire, de rigueur intellectuelle, de démarches très cartésiennes. On est souvent dans des cas où justement, on va dire que les mots-clés culturels qui vont bien, c'est rigueur, systématisme, process, qualité. Quand on arrive avec notre culture marketing, qui peut être aussi très rigoureuse, qui doit l'être, mais souvent l'image, c'est que justement, ça ne l'est pas. Toute la difficulté, elle est là, justement, je trouve, c'est d'arriver à bien faire comprendre qu'on peut être dans la séduction, ce qui est le propre d'un acte de vente, hein. On peut être dans la démarche marketing et en même temps rester très rigoureux. Mais là, des fois, les mots manquent. Parce qu'effectivement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, le type d'en face, il a vu un jour effectivement le marketing mix dans un bouquin, il dit mais ça sert à rien ce truc. Voilà, c'est pas comme une démonstration mathématique qui me dit que la pièce en titane, elle va tenir mieux que la pièce en inconel sur le truc. Et donc, il y a souvent ce procès, si j'ose dire, en manque de sérieux ou en côté un peu léger. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à des gens qui doivent malgré tout vendre, qui doivent malgré tout séduire dans des univers comme ça? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de prendre, je dirais, dans chacune des cultures? Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre en premier? Qu'est-ce qu'il faut essayer de mettre en avant pour justement ne pas perdre quand même la crédibilité, tout en répondant aux impératifs de la vente, c'est-à-dire être quand même séduisant? Bah, pour moi, la clé pour être séduisant pour le client, c'est d'ailleurs une de mes toutes premières formations marketing, c'était séduire le client, c'est en fait d'adapter notre vocabulaire à celui qui est déjà utilisé par le client potentiel. Et pour te citer un exemple technologique récent et de gens qui ont un marketing parfaitement adapté, c'était Stripe. Quand Stripe a lancé sa solution de paiement, ils se sont rendus compte, ben, en fait, qu'est-ce qu'on doit séduire réellement? Est-ce qu'on doit séduire les petits entrepreneurs qui aujourd'hui ont des boutons PayPal sur le site? Non, ce n'est pas notre public. Qu'est-ce qu'on doit séduire? En fait, c'est le département IT ou Dev dans des boîtes qui vont utiliser notre plateforme pour fonctionner sur tout leur système de rebill, de paiement électronique. Et donc, en fait, ça peut sembler paradoxal, mais le marketing de Stripe, c'est un marketing très technique. C'est en fait, ils mettaient leur API, c'était ça, c'est leur brochure en fait. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils arrivaient à convaincre la bonne personne du département technique, ils allaient créer cet effet de cascade et que, à force d'entendre le département IT frapper à la porte en disant bon ben, les gars, il y en a marre d'utiliser Braintree ou qu'en sais-je, eh bien, on finirait par faire l'essai de Stripe et une fois qu'on ferait l'essai, on ne reviendrait pas en arrière. Et pour moi, c'est un bon exemple de chercher cette adéquation-là. Parce que dans mes formations, quand j'enseigne, je vois des gens trop souvent prendre un peu à la lettre l'idée que il faut être séduisant et donc ils se disent il faut faire de la fioriture, il faut faire de la belle Les brochure, il faut paillettes. faire alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui est vraiment convaincant. Ce qui est vraiment convaincant, c'est se dire qu'en fait, le marketing, c'est la vente face à face, mais multipliée, pour pouvoir toucher beaucoup de clients à la fois. Et quand on va faire la vente face à face, si on est en train de parler à quelqu'un qui est un technicien, on ne va pas lui parler de la même façon qu'on va parler à l'ingé, on ne va pas parler à l'ingé de la même façon qu'on va parler au chef de projet, et on va parler au chef de projet de la même façon qu'on va parler à l'acheteur qui s'en fiche complètement du jargon. Et donc, en fait, il faut juste savoir
adapter notre vocabulaire dans un premier temps à l'interlocuteur qu'on a sur le moment. Donc, être prêt à avoir plusieurs versions du même pitch, ce qui pour beaucoup de gens n'est pas facile à concevoir. Ils se disent, bon, bah, déjà, c'est du travail d'avoir un pitch. Alors maintenant, je suis en train de me dire qu'il m'en faut 4 différents parce que j'ai 4 interlocuteurs et les gens se disent, bah non, finalement, je préfère ne pas faire de chiffre d'affaires. Donc, il faut se dire ça, en fait. Il faut se dire, on peut mettre en avant les mêmes choses, mais avec un vocabulaire différent pour nos différents prospects. Et le point suivant, pour moi, c'est se dire aussi, en fait, notre proposition de valeur, il faut faire attention parce que justement, dans le monde du marketing industriel et technologique, il y a beaucoup de copier-coller. C'est-à-dire, on reprend les mêmes idées que tout le monde fait parce que on se dit c'est comme ça que ça marche dans le secteur. Alors qu'en fait, justement, si on veut se distinguer, il ne faut pas hésiter à oser retravailler l'offre de fond en comble et enlever des choses qui paraissent essentielles dans l'offre des concurrents pour se donner plus de marge de manœuvre, soit de profit, soit de baisser les prix, parce qu'on ne dépense plus autant sur des choses qui ne sont pas essentielles pour le client. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive sur une approche qui va être novatrice où les gens vont dire ah c'est vraiment révolutionnaire alors que des fois c'est révolutionnaire juste parce qu'on a enlevé des choses et que du coup on peut vendre moins cher. Ouais. Alors ça m'amène aussi à une question importante. Quand je reprends un petit peu les thèmes que tu développes d'habitude, hein, alors notamment le thème du toboggan, hein, cette notion de toboggan, bon, en milieu industriel, on parle souvent plutôt de pipe, de funnel, ainsi de suite, mais c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on va conduire les prospects à cheminer progressivement dans un chemin, justement, pour les conduire, bien sûr, à l'acte de vente. Dans ce que toi, tu montres, tu enseignes, tu t'appuies évidemment énormément sur tout ce qui se passe en ligne. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche de tunnel de vente en ligne, bon, ben, il y a des étapes qui s'enchaînent très naturellement et tout se passe dans une unité de temps, une certaine unité de temps. Quand on est sur des marchés business to business et qu'on va s'adresser à des gens qu'il faudra fatalement à un moment donné aller visiter, il faut trouver là, du coup une articulation entre tout ce que l'on fait alors en ligne ou en tout cas en marketing digital, donc tout ce qui contribue à lancer le prospect sur son toboggan, mais la fin du toboggan, finalement, il y a une rupture, entre guillemets, en tout cas il y a un changement de système et après on se retrouve dans du face-à-face. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour gérer justement cette transition dans le toboggan? Alors, c'est une excellente question. Donc, pour recadrer pour les personnes qui ne connaîtraient pas justement ce système, ce que j'appelle le toboggan, et effectivement, comme tu as dit, certains Sud-Américains appellent ça, par exemple, un funnel, un sales funnel, c'est cette idée que il y a, puisqu'on sait qu'il y a un cycle d'achat entre le moment où mon client en B2B va découvrir notre existence et le moment où il va signer, et on sait que ce client a besoin d'une certaine quantité d'informations et ensuite d'une période peut-être de discussion, négociation avant d'arriver à l'achat. Le concept du toboggan, c'est de dire, en fait, au lieu de laisser le client faire comme il veut et à son rythme et découvrir à son rythme, ce qui peut prendre des années parce qu'on n'est pas proactif, nous allons faire en sorte d'avoir une séquence de messages où le client est comme quelqu'un qui est assis dans le toboggan. Une fois qu'on est rentré dedans, eh bien, la gravité fait qu'on est obligé d'arriver jusqu'à l'autre bout et donc de vivre toute l'expérience jusqu'au bout. On ne peut pas changer la vie ou disparaître dans la nature à mi-chemin. Et donc, on va faire la même chose et donc avoir une séquence, si possible, automatisée d'emails, de messages. Aujourd'hui, on peut utiliser beaucoup de choses de façon automatisée en plus de l'email au sein des notifications Facebook à une époque, Twitter. On peut automatiser plein d'autres points de contact que juste l'email aujourd'hui, même des rendez-vous téléphoniques. Et en fait, le but premier de faire cela, c'est premièrement de démultiplier notre pouvoir commercial parce que maintenant, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients qui avait l'habitude de vendre en ayant en moyenne 5 rendez-vous par contrat signé avec le client qui signe. Je ne parle même pas des clients qui à la fin changent d'avis, mais je veux dire, pour signer chaque contrat, ce client-là aura été vu 5 fois en rendez-vous. Eh bien, le simple fait de pouvoir automatiser les 4 premiers rendez-vous sous la forme de simples vidéos, parce qu'au final, en réalité, ils disaient toujours la même chose dans les 4 premiers rendez-vous, c'est les mêmes informations que tous les clients demandaient quasiment à chaque fois. Le simple fait de pouvoir automatiser ça et faire en sorte que 4 rendez-vous soient remplacés par des vidéos qui sont plus concises parce qu'on peut aller droit au but,
sans tous la phase de politesse, etc. de rendez-vous présentiel, fait que maintenant, en termes de temps disponible pour signer des clients, et bien maintenant on passe à un rendez-vous par client, ce qui fait qu'en théorie, on peut avoir 5 fois plus de personnes dans le pipeline, dans le toboggan, avec qui on communique. Donc, il y a ça d'un côté. De l'autre côté, ça nous permet aussi de condenser le temps entre le premier contact et la signature. Et ce, même si la signature reste un rendez-vous téléphonique, présentiel, une réunion, une présentation en entreprise ou en usine, en condensant le temps d'information, parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est tout comme un supermarché automatise en remplaçant la caissière par la machine. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé notre commercial, notre directeur commercial ou même le chef de l'entreprise par la vidéo, par la machine, par l'automatisation. Et donc, on a délégué au client son propre temps d'apprentissage des informations nécessaires pour prendre sa décision. Ça nous permet de traiter plus de clients, mais ça nous permet aussi en fait, de raccourcir notre cycle de vente. Et maintenant, le paradoxe, comme on a raccourci notre cycle de vente, ça nous permet aussi de nous permettre un cycle de vente plus long. Alors, je vais expliquer ça parce que c'est complètement paradoxal. Parce que je disais justement, il y a une transition entre le moment, par exemple, quelqu'un nous a découvert sur LinkedIn, il va envoyer un message pour en savoir plus. Au lieu d'avoir une attention commerciale individuelle, high touch, on peut être sur du low touch parce qu'on a automatisé en partie ou du tech touch parce qu'on a automatisé en quasi-totalité. Et donc, la personne, en fait, on lui dit, ah bah tiens, si vous êtes de telle entreprise, voilà ce que je vais faire, je vous propose de participer à telle session, on le préinscrit et en fait, toute la séquence d'email pour la webconférence, de démonstration, etc., tout ça, c'est automatisé. Et donc, on a un minimum de temps de contact, on a raccourci le temps. Ensuite, le but du toboggan, c'est de faire la transition vers la dernière partie, qui est le dernier rendez-vous de négociation de signature. Très bien. Maintenant, on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui ne vont pas signer au premier contact, enfin, pas au premier contact, mais je veux dire à la première opportunité de signer. Et dans un modèle d'entreprise classique, ce qui se passe, c'est que, au bout d'un moment, on est tellement submergé par le suivi qu'on doit faire avec les gens qui nous ont contactés hier qu'on oublie celui à qui on a fait la présentation de produit une semaine auparavant ou un mois auparavant. On ne fait plus trop de suivi avec ce client-là et on le perd au profit d'un concurrent qui lui fait une offre qui n'est même pas forcément aussi bonne que la nôtre, mais qui est juste présent. Et donc, à ce moment-là, on se dit, voilà, j'arrive plus à sortir de la nasse parce que justement, je suis submergé par les personnes que j'essaie de traiter maintenant. Donc, je sais que je traite assez mal le suivi de chaque dossier sur le long terme de prospection. Donc, le toboggan, quand je disais, ça nous raccourcit notre temps en amont pour notre cycle de vente. Ça nous permet aussi de se dire, tiens, on va prendre juste une après-midi, juste une fois, une après-midi, et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut programmer comme suivi après la première proposition pour que ce client revienne de lui-même s'il n'a pas acheté ou signé sur le coup. Et ça peut aussi être automatisé. Donc pour l'exemple d'une cliente pour qui on a fait ça, où en fait toutes ces ventes se faisaient sur devis, donc on ne pouvait pas juste mettre c'est tout automatisé, puis une vidéo avec un bouton acheter sur PayPal. Il fallait en fait que les gens viennent une première fois sur le locaux pour donner les spécifications, que j'en revienne une deuxième fois pour qu'on leur fasse une présentation du projet avec un devis, et ensuite éventuellement que le client revienne une troisième fois pour signer. Et bien, en mettant en place la séquence automatisée qui va de la première visite au devis, ça augmente le taux de présence au rendez-vous pour faire la présentation du devis. Et en mettant en place une séquence post-devis de relance pour ces personnes, et bien en fait, ça a complètement libéré le côté commercial. On n'a plus besoin de rappeler les gens à qui on a présenté un devis, c'est juste programmé à l'avance. Ils vont recevoir un SMS, un email à J+7, un autre message à J+15, etc. Et du coup, ça a doublé le nombre de personnes qui revenaient, et je dirais entre guillemets spontanément, pour dire bonjour, je vous recontacte par rapport à mon devis. Parce que les gens en fait répondent aux mails en se disant tiens, c'est un mail individuel, et ils font répondre aux mails sans savoir que c'est un mail automatisé envoyé à J+30 post-devis. Et du coup, ça augmente considérablement les ventes, même pour les gens qui ont un long cycle d'achat parmi nos prospects. D'accord. Si on prend le cas encore plus aggravé, si j'ose dire, dans ce genre de situation,
de la vente à des grands comptes un peu traditionnels, hein. Comme je te le D'accord. disais en préambule, moi je suis beaucoup avec des entreprises qui vendent à des grands comptes aéronautiques, à des grands comptes ferroviaires dans l'énergie. Donc là, on a des process d'achat qui sont extrêmement structurés, très lourds, et avec une multiplicité effectivement d'interlocuteurs. Comment tu déclines ça justement dans ce genre de situation où ce n'est pas un même interlocuteur qui va évidemment suivre forcément le process, il va y avoir des changements d'interlocuteurs en cours de route, peut-être des réunions intermédiaires. Bon. Est-ce que tu as des cas comme ça où tu as pu arriver à automatiser les choses ou en tout cas à faire ce gain de temps et de productivité commerciale dont tu parlais? Donc, pour cadrer un petit peu, notre expertise au mouvement des entrepreneurs libres, en général, c'est des entreprises qui sont des TPE ou PME et qui ont le plus souvent un public elles-mêmes qui sont soit B2C, soit B2E, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un accès directement à l'entrepreneur ou au décideur, et plus rarement en B2B. Et en B2B, la clé, c'est de se rendre compte que même si chaque cas va être, dans des cas complexes comme des grands comptes, comme tu expliques, même si chaque cas va être légèrement différent, parce que dans telle entreprise, il y a un responsable des achats qui va être le premier interlocuteur, dans d'autres entreprises, c'est le dernier, et ainsi de suite. Il y a des profils. Et quand on connaît notre profil, ça nous permet quand même de créer notre communication pour ce profil. C'est-à-dire, quelle que soit l'entreprise où je vais, même s'ils sont légèrement différents, je sais que je peux avoir en anglais, ça s'appelle ça mon collatéral, mon matériel marketing adapté spécifiquement au DRH versus mon matériel marketing adapté spécifiquement au responsable IT. Et du coup, le fait de l'avoir à l'avance, ça, adapté par rapport à un profil, même si on ne met pas des chiffres spécifiques à telle ou telle entreprise, ça nous permet, quand on parle à une personne dans un groupe multidécideur, de lui donner en main les bons papiers, ça peut être une brochure, ça peut être une vidéo, les bonnes ressources qui vont servir à l'autre décideur. Je pense que c'est toujours une erreur, en fait, que de demander à notre client de traduire quand je parle de clients, multiples clients internes par exemple, de traduire pour les autres. Demander à quelqu'un qui s'occupe de la partie technique de la décision de traduire pour celui qui s'occupe de la partie financière de la décision, euh, il vaut mieux prendre ça sur nous, Oui, pas le ce déformer. travail de traduction, que de leur demander de faire ça. D'accord. Euh, Encore un point. Alors, maintenant, je me situe en amont du toboggan. Euh, Moi, je travaille par exemple avec certaines startups qui ont des technologies tellement puissantes que potentiellement, elles peuvent adresser un grand nombre de secteurs, d'accord? Très large. Bon, toujours des secteurs très technologiques, mais très larges. Et le problème, c'est que parfois, ce sont des univers inconnus pour eux, ils ne savent pas très bien par quel bout le prendre, et ils se disent, mais s'il faut démarrer une prospection classique dans chacun de ces secteurs, il y en a pour 40 ans, quoi. Mhm. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes comme approche, façon de faire finalement? Quel est le genre de filet dérivant qu'on peut poser pour attirer dans le toboggan des gens qui sont issus de secteurs parfois très variés, mais qui vont évidemment se rejoindre vers une solution technologique ou vers une techno en particulier? Alors, il y a une stratégie qui est venue du monde B2C et qui est à ce stade, pour une entreprise comme ça, qui est, selon moi, indispensable. Cette stratégie, c'est ce que j'appelle l'étude de marché express et donc par distinction avec l'étude de marché faite par un cabinet de consulting qui peut être donc un processus beaucoup plus détaillé et aussi plus cher à générer. Moi, l'étude de marché express, ça nous permet en fait, en quelques questions, de mieux cibler notre client potentiel. Parce qu'aujourd'hui, avec un budget minime, c'est possible d'aller sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, parce que sur Facebook, on peut quand même assez raisonnablement bien cibler les gens qui travaillent dans tel ou tel secteur d'activité. Et en fait, leur proposer de répondre à une courte étude qui va comporter un petit nombre de questions, mais qui va nous permettre en fait assez rapidement de décrire euh, l'objectif que le client veut réaliser grâce à une solution technologique et le problème qu'il veut résoudre, les questions et les objections de ce client par rapport aux solutions technologiques existantes, et surtout le budget. Et ce que nous voyons en fait quand nous conseillons des clients start-up et des jeunes pousses dans tous les domaines, technologiques ou non, c'est que c'est très tentant que de penser que notre solution a un public vaste et large parce que tout le monde devrait l'utiliser.
Mais il y a une grosse différence entre les gens qui devraient utiliser notre solution et les gens qui veulent utiliser notre solution. Et encore dans ce grand cercle des gens qui veulent utiliser notre solution, il y a un petit groupe qui sont ceux qui veulent l'utiliser et le veulent tellement qu'ils Payé. sont prêts à signer un chèque ou envoyer un virement. Oui, Voilà. oui, En fait, c'est ce groupe-là qui nous intéresse. C'est ceux qui ont le budget. Et donc, quand on fait une étude de marché express, par exemple, je dis toujours de mettre soit un champ libre en disant aux gens de mettre un chiffre, soit de mettre des tranches. Et la première tranche, si on met des tranches, c'est toujours 0 €. Donc, imaginons que je vends un progiciel et que je me dise, ben, voilà, moi, ce que j'estime en tant que vendeur, c'est que pour ce type de logiciel, pour ce type d'entreprise, on est de l'ordre de 15 000 € pour le forfait entreprise et au-dessus. Eh bien, je vais mettre une tranche à 0, une tranche qui va être entre 1 € et 9 999 €, une tranche entre 10 et 15 000, une tranche entre 15 et 30 000, etc. Et en fait, je vais disqualifier, quand je vais faire mon étude, disqualifier tous les gens qui ont répondu 0, parce que ça veut dire ils accepteraient d'avoir la solution si elle était gratuite. Bon, c'est bien gentil, mais non merci. Et je vais aussi disqualifier, lors de mon analyse, toutes les personnes qui ont répondu dans la fourchette qui est clairement hors de question, entre guillemets, pour nous, parce que ça ne serait pas rentable, parce que ça montre que ce n'est pas un client sérieux. Et souvent, quand on se rend compte, quand on fait ce genre d'études, on se rend compte, bah, tiens, en fait, euh, nos présuppositions par rapport à qui est notre véritable client idéal sont erronées. Et quelquefois, on découvre, bah, tiens, en fait, tel petit marché qu'on pensait être juste un marché de niche sont effectivement moins nombreux que ce qu'on pensait être notre marché plus volumineux en termes de taille d'entreprise, en termes ouais, de secteur, en termes d'industrie, mais ils sont prêts à mettre des fonds bien supérieurs. c'est vrai. OK. Merci pour ta réponse très claire. Et là, on sent qu'il y a du vécu, effectivement, et ça fait appel à des choses que j'ai pu rencontrer. Peut-être un dernier point ou un avant-dernier point. Alors, en focalisant maintenant sur l'objet de cette chaîne BizDevUp, hein, qui est une chaîne donc, qui est destinée à proposer aux gens de se développer dans le business développement en B2B, de s'améliorer dans ce domaine. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens dans une offre de formation en ligne sur le business développement en B2B? C'est quoi les points clés, les formats clés, quelle durée, quel contenu? Comment tu verrais le truc idéal? Quand je dirais le truc idéal, alors moi, je dirais que l'étude de marché express est en fait ce qui va répondre à cette question. Je dirais que le risque que je vois aujourd'hui avec sur le marché de la formation e-learning, que Mm. je connais bien parce que maintenant, parce que je fais de la formation en ligne depuis avant qu'il existe des outils pour faire Oui, oui. des formations en ligne, des outils qu'on trouve aujourd'hui. Et en fait, ce que je vois comme risque principal aujourd'hui, c'est en fait le mécanisme de décalcomanie, on va dire, qui se produit souvent entre ce qu'on a pu voir comme formation e-learning et ce qu'on va créer comme formation e-learning. Et du coup, on a tendance soit à dupliquer le modèle de ce qu'on faisait en formation présentielle et le mettre tel quel, par exemple, même les vidéos de l'atelier, les vidéos de la Oui, oui. présentation et les mettre tel quel. Et ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité d'enseignement. Et donc, et comme ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité d'enseignement, ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité de résultats et donc en termes de commercialisation Ouais. sur le moyen et sur le long terme. Et l'autre approche, c'est dupliquer ce qu'on a pu voir sur d'autres plateformes de e-learning qui sont sur des publics complètement différents. Et donc, je me permettrais vraiment, en fait, en lançant quelque chose sur un marché qui n'a pas l'habitude de faire de la formation e-learning, de ne pas dupliquer des choses qui existent et qui marchent dans le e-learning B2C, dans le e-learning B2Z, mais plutôt chercher, OK, comment en donnant le minimum de volume de contenu, de vidéos, etc., j'atteins quand même le résultat recherché par le client. Parce qu'en fait, ce qu'on voit depuis 1-2 ans, donc, nous, on a la chance, en fait, au mouvement des entrepreneurs libres, d'avoir formé beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus formateurs ou infopreneurs. Oui. Donc, on voit comment évolue le système de formation e-learning. Et en fait, il y a eu toute une phase d'inflation
Et ce qui est la même chose qu'on a vu quand la pratique de vendre des home study courses, comment on dit ça en français, les formations sous forme de CD, DVD et livres que faisaient les Américains. En fait, dans les années 80-90, ça a pris des proportions où, pour montrer que la formation avait plus de valeur, on mettait plus de CD. Et donc, au final, ça devenait plus un CD, mais une mallette. D'une mallette, ça devenait une valise. Je suis allé à un séminaire en 2014 où j'ai dû acheter une nouvelle valise en soute pour mettre ce qu'on m'a donné comme contenu à consulter à la maison. Je dis, bon, les gars, à un moment donné, il faut se calmer. Personne ne va jamais Lire. consommer un tel volume, un tel poids d'informations. Et en fait, sur Internet, on est en train d'assister à un phénomène similaire. Maintenant que c'est gratuit d'héberger des vidéos sur Internet avec YouTube et d'autres outils, ou presque gratuits, eh bien, les formations sont inflationnistes sur les contenus. On a des formations à 10 heures, à 20 heures, à 120 heures de contenu. Et évidemment, notre client qui vient pour apprendre à faire du BizDev, il ne cherche pas à passer un MBA. Il cherche à avoir un retour concret. Et donc, plus on peut lui donner ce retour concret de façon brève, mieux on se porte et mieux il se porte. Et donc, nous, c'est un processus, par exemple, que nous faisons avec nos clients entrepreneurs, où si on compare notre durée pour une formation qui a la même promesse, qui a changé de nom, mais qui a le même curriculum théorique de ce que les gens doivent apprendre, où on est passé d'une formation qui devait faire pas loin d'une centaine d'heures à avoir aujourd'hui des gens qui payent plus cher pour ce même produit de formation, avec un meilleur taux de satisfaction et un taux de résultat qui est de l'ordre de 10 fois meilleur, mais pour une formation qui représente peut-être 20% du volume de la version d'original. D'accord. D'accord. Ok, écoute, très intéressant. Peut-être pour conclure, c'est quoi pour toi les 3 choses que un business développeur en B2B devrait retenir de nos échanges pour performer, enfin de nos échanges ou plus vraiment 3 trucs justement pour être concis et précis. 3 trucs. 3 trucs. Le premier truc que je dirais, c'est, donc je disais tout à l'heure, c'est dans le livre Profession Entrepreneuriale, je donne 4 méthodes pour en mettre plein les yeux et ma préférée, c'est ce que j'appelle la méthode de l'outsider, c'est-à-dire donc profiter du fait qu'on apporte une approche nouvelle si on vient d'un autre milieu pour un petit peu casser les codes. Pour moi, c'est une très bonne façon de se démarquer et de transformer ce que la plupart considéraient comme étant un défaut, en disant tiens, moi avant j'étais coach sportif et maintenant je vais faire du business développement, c'est une faiblesse. En fait, non, il y a moyen de tirer de notre approche, de notre façon de penser, de nos formations précédentes, des ressources qui vont nous démarquer. Donc, ça, je dirais que c'est le point 1. Le deuxième, c'est en termes de modèle d'affaires et d'offres. J'ai mentionné, mais sans entrer énormément dans le détail, c'est une stratégie qui s'appelle innover par les zéros, qui a été inventée par le fondateur de Skype. Et donc, en cherchant un petit peu sur Internet, vous pourrez trouver un petit peu ces explications. Et en fait, cette stratégie consiste à dire, mais en fait, dans notre modèle d'affaires, souvent, il y a des éléments non essentiels pour lesquels les clients ne payent parce que tout le monde propose ça. Mais si on les éliminait, on éliminait ces coûts, ça nous permettrait de faire une offre plus attrayante et donc à la fois d'être plus rentable de notre côté et plus attrayant pour le client de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. Donc, je dirais de creuser dans cette direction serait mon deuxième point. Et mon troisième point, eh bien, c'est celui qu'on mentionnait tout à l'heure sur le choix d'un public le plus approprié possible. Pour moi, il y a 4 critères, donc je profite pour faire la pub, mais parce qu'il y a une ressource gratuite. Donc, parce qu'en fait, donc, dans le livre, avec le livre, il y a un atelier en vidéo. Et l'atelier en vidéo, en fait, est accessible même si on n'a pas le livre. Donc, en fait, s'il y a des gens parmi ton audience qui veulent acheter le livre, il est dans toutes les librairies, Profession Entrepreneur Libre. Mais s'ils veulent juste avoir l'atelier en vidéo et les ressources dont je parle, le site, c'est 15 jours pour entreprendre.com. Et un des critères que j'y aborde, c'est la façon dont on détermine parmi toutes nos audiences possibles, comme tu disais, quand on a plusieurs publics, laquelle est la plus intéressante. Il y a 4 critères qui sont passion, moyen, volume et renouvellement.
Et quand on est en B2B, on pourrait penser que passion n'est pas si important que ça, parce qu'on ne parle pas à des individus, mais à des entreprises, parfois à des grands comptes. Ouais. Mais quand on fait notre étude de marché, souvent on est surpris. J'ai repris l'exemple tout à l'heure de Stripe et de la passion des développeurs pour cette API, enfin une API, un système de paiement qui comprend que c'est les développeurs qui vont le mettre en place et pas l'équipe marketing. Les moyens, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de concentrer nos efforts sur un long cycle de vente pour se retrouver à la fin avec un client qui nous dit oui, mais de toute façon, je n'ai pas les moyens de prendre votre forfait ou votre offre de service. Le volume, parce que évidemment, il faut s'assurer que ce que nous comptons facturer, donc le public qui est capable de se le payer, est suffisamment nombreux pour nous permettre de prospérer. Et enfin, le quatrième qui est le renouvellement, parce que c'est bien de faire un chiffre d'affaires cette année, mais c'est encore mieux d'être sûr de faire la même chose ou mieux l'année prochaine et de continuer en croissant. Et il faut être très, très attentif au risque véritable d'atteindre un max et d'être bloqué parce qu'on a touché tout le monde. Donc voilà, ça serait mon quatrième et dernier point. D'accord. Bon, ben, c'est le mot de la conclusion. Merci beaucoup pour ton temps. Je répète effectivement que tu as récemment sorti un livre que tu peux remontrer d'ailleurs, hein. Dans toutes les bonnes Voilà, librairies de France, de Navarre Entrepreneur et libre, ailleurs. parce que ben, on est tous plus ou moins entrepreneurs, chacun à son niveau. Et donc, c'est important quand même qu'effectivement, tout le monde puisse savoir que ce livre existe. Je l'ai et je confirme qu'on y trouve des choses très intéressantes, y compris quand on a pas mal d'expérience, ce qui est mon cas, mais C'est aussi en livre audio pour ceux et en qui livre audio. n'ont pas Voilà. le choix. Et donc, ben, un grand merci et puis ben, au plaisir de se retrouver prochainement, peut-être pour une autre vidéo, dans d'autres thématiques connexes à celles qu'on vient de voir. Merci beaucoup Louis et à très bientôt. À bientôt.